Mon mari a prétendu être accablé par les dettes et a demandé le divorce. J'ai fait semblant d'être dévasté et j'ai signé les papiers. Dès que la procédure fut terminée, il s'est précipité pour épouser sa maîtresse. L'avocat m'a alors dit, demain, vous recevrez un héritage de 100 millions d'euros. Un mari feint la faillite pour forcer son épouse à signer les papiers du divorce et échapper à ses responsabilités, mais juste après la fin du processus, il court se marier avec sa maîtresse. Cependant, à ce moment précis, l'avocat apparaît de manière inattendue. Félicitations, madame. Vous êtes l'unique héritière d'une fortune estimée à 100 millions d'euros. La vie a basculé en une nuit et la vengeance a commencé ici. Je sortis du four le plat de filet de bar. La chaleur douce maintenait le poisson juteux, imprégné de la saveur de l'huile d'olive, de l'ail et de la touche piquante de quelques rondelles de piment. Le délicieux arôme se répandit dans la petite cuisine, se mélangeant à l'odeur du velouté de poireaux qui mijotait doucement. Aujourd'hui, Julien avait dit qu'il avait une réunion importante avec un associé et qu'il rentrerait tard pour dîner. Je savais qu'il travaillait beaucoup ces derniers temps, alors je m'étais efforcé de préparer un repas soigné, composé uniquement de ses plats préférés, pour qu'en arrivant à la maison, il ressente la chaleur d'un foyer réconfortant. En 5 ans, en tant qu'épouse, je m'étais habitué à rester dans l'ombre, à construire la base solide pour qu'il puisse briller en société. Dans cette maison, de la vaisselle au couvert en passant par les rideaux, tout avait été choisi et entretenu par mes soins. Ma belle-mère, Madame Françoise, bien qu'elle ne soit pas adepte des paroles douces, ne manquait jamais, lorsqu'elle recevait des visites, de faire l'éloge de sa belle-fille travailleuse et organisée. Je pensais que la vie continuerait ainsi, sereine, mari et femme, ensemble, capables de tout. Je ne désirais pas de grand luxe, seulement un foyer tranquille. Le soir, la famille réunie autour d'une table avec un repas chaud suffisait à mon bonheur. L'horloge marqua 19 heures. Je dressai la table, n'attendant que l'arrivée de Julien pour pouvoir dîner, mais au lieu du son familier de sa voiture, j'entendis la sonnette retentir avec insistance. Quel étrange pressentiment. Qui pouvait bien être là à cette heure-ci? Je m'essuyai rapidement les mains sur mon tablier et allai ouvrir la porte. Face à moi se tenait Julien, mais ce n'était pas le Julien souriant et animé de d'habitude. Son visage était pâle, ses yeux évitaient les miens. Et à ses côtés, un homme inconnu d'une quarantaine d'années, à l'allure menaçante, vêtu de noir de la tête aux pieds. L'homme me fixa d'un regard froid et inquisiteur qui me donna un frisson. « Tu es arrivé, le dîner est prêt. » J'essayais de garder une voix normale, mais un mauvais pressentiment s'était déjà installé dans mon cœur. Julien ne répondit pas, il passa à côté de moi et se dirigea directement vers le salon. L'autre homme le suivit en silence. Il se laissa tomber sur le canapé, la tête entre les mains, lâchant un soupir lourd et désolé. Je fermai la porte le cœur serré et le suivis. « Julien, que se passe-t-il? Qui est ce monsieur » demandai-je timidement. Julien leva la tête, les yeux rouges comme s'il avait pleuré. Il désigna l'autre homme d'une voix rauque. « Camille, je te présente monsieur Mercier. Pardonne-moi. Les affaires ont mal tourné. Je lui dois beaucoup d'argent. » Mon cœur fit un bond. Je m'assis à ses côtés en tenant son bras tremblant. « Combien est-ce beaucoup, Julien ? Dis-le-moi. Nous trouverons une solution ensemble. » L'homme nommé Mercier prit soudain la parole, d'une voix grave et menaçante. 500 000 euros. Capital et intérêt. Les papiers sont tous signés. Aujourd'hui, c'est l'échéance finale. Si Julien ne paie pas, ne nous blâmez pas d'être impitoyable. 500 000 euros. Le chiffre me frappa comme un coup de massue. Un demi-million d'euros. Même si nous travaillions toute notre vie, nous ne parviendrions jamais à rassembler une telle somme. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Comment? Comment est-ce possible? Ton travail a toujours bien marché. Julien secoua la tête, la voix empreinte de désespoir. Je te l'ai caché. J'ai investi dans un projet que je pensais être un grand succès, mais j'ai tout perdu. Maintenant, ils sont venus recouvrer la dette. Ils ne s'en prendront pas qu'à moi, ils t'importuneront toi et notre famille. Je ne peux pas t'entraîner avec moi dans ma chute. J'entrai en panique. Alors, qu'allons-nous faire? Vendons-nous la maison? Empruntons-nous de l'argent à la famille et aux amis? Il est déjà trop tard, m'interrompit Julien brusquement.
Il me regarda droit dans les yeux, d'un regard étrange que je n'avais jamais vu en 5 ans de vie commune. Il n'y a qu'un seul moyen de te protéger. Il marqua une pause puis prononça les mots que je n'aurais jamais imaginé entendre de ma vie. Nous allons divorcer. Le mot divorce sortit de sa bouche avec une telle légèreté, mais il tomba sur ma poitrine comme une pierre, me laissant sans souffle. Tous les sons autour de moi disparurent, il ne resta que le bruit de mon cœur battant de manière incontrôlée. « Qu'est-ce que tu dis » balbutiai-je. « Le divorce. Seul le divorce fera que cette dette ne t'affectera pas. Je vais tout assumer. Cette maison, toutes nos économies. Je te laisse tout pour compenser mon erreur. Camille, s'il te plaît, signe. C'est le seul moyen pour que tu sois en sécurité. » Il parlait d'une manière si noble, si pleine de sacrifices. Mais pour une raison que j'ignorais, au fond de mon cœur, je ressentis une fausseté glaciale. Un mari qui aime sa femme, même face à la pire des adversités, chercherait une solution avec elle, il ne l'écarterait pas précipitamment comme si elle était un fardeau. Monsieur Mercier, assis face à nous, pianotait des doigts sur la table, impatient. « Alors, monsieur Morel, votre épouse est-elle d'accord ? Mon temps est compté. » Julien, comme s'il était acculé, se tourna vers moi, presque suppliant. « Camille, s'il te plaît, je te le demande une dernière fois. Signe. » Il sortit de sa sacoche une liasse de papier déjà préparée, l'accord de divorce. Toutes les clauses étaient clairement définies. Le bien commun, la maison, serait pour moi. Les dettes seraient de sa responsabilité exclusive. Tout était préparé avec un soin terrifiant, comme s'il l'avait planifié depuis longtemps. Mon esprit était vide. Je regardais l'homme que j'avais aimé et dont j'avais pris soin de tout mon cœur pendant 5 ans, et qui maintenant me pressait de signer un acte de divorce pour me protéger. Les larmes menacèrent de couler, mais je les ravalai. Je regardais le dîner chaud, maintenant froid sur la table, le cœur douloureux. « C'est d'accord, » murmurai-je d'une voix rauque. « Je signe. » Je saisis le stylo, ma main tremblant au point que je pouvais à peine la contrôler. Chaque trait de mon nom sur le papier était comme un couteau entaillant mon cœur. Camille Fontaine. Les 2 mots que j'avais utilisés pour unir ma vie à la sienne servaient maintenant à tout briser. Après avoir signé, je lâchai le stylo, me sentant complètement vidé de mes forces. Au moment où je posais le stylo, je vis les yeux de Julien briller d'une façon étrange. L'expression de douleur et d'angoisse d'un instant plus tôt avait soudainement disparu. Il saisit précipitamment les papiers de ma main, vérifiant la signature comme s'il craignait que je les mal écrite, puis il les rangea soigneusement dans sa sacoche. Son visage se détendit, une expression de soulagement qu'il ne put cacher malgré ses efforts pour paraître triste. « Camille, je suis désolé, à partir de maintenant tu vas devoir te débrouiller seul, dit-il, mais son ton était pressé, sans aucun signe d'attachement. Monsieur Mercier se leva lui aussi. Son expression menaçante de tout à l'heure avait disparu, remplacée par un sourire en coin plein de sous-entendus. Il donna une tape sur l'épaule de Julien. « Le travail est fait. Allons-y. Ne dérangeons pas madame plus longtemps. » Tous 2 firent demi-tour et partirent sans même jeter un seul regard en arrière. Julien ne me regarda même pas une dernière fois. La porte claqua, me laissant seul dans la maison froide avec le dîner intact. L'odeur familière du bar semblait maintenant amère et ironique. Tout s'était passé si vite, si soudainement, que je n'arrivais toujours pas à croire ce qui venait d'arriver. Quelques heures plus tôt, j'étais une épouse heureuse attendant que son mari rentre à la maison pour un dîner en famille. À présent, j'étais une femme abandonnée par son mari à cause d'une prétendue dette. Un doute s'insinua dans mon esprit. Je sentais que quelque chose ne tournait pas rond. Malgré la panique, mon intuition féminine me disait que ce n'était pas seulement une affaire de faillite. Je me traînai jusqu'à la fenêtre, écartant légèrement le rideau pour regarder, et la scène que je vis me laissa paralysé. Sur le parking de la résidence, monsieur Mercier ne partit pas immédiatement. Il se tenait à côté d'une voiture noire qui l'attendait. Julien sortit rapidement de l'immeuble, et de la voiture surgit une femme jeune et splendide. Elle portait une robe rouge ajustée, avait les cheveux ondulés et volumineux, et un maquillage impeccable. Elle courut embrasser Julien en souriant avec éclat. Julien sortit l'accord de divorce de sa sacoche, le montrant à la femme comme s'il s'agissait d'un trophée. La jeune femme regarda le papier, poussa un cri de joie et, sur la pointe des pieds, lui donna un baiser sonore sur la joue.
Tous deux s'enlacèrent en riant et en discutant avec des expressions d'un bonheur radieux, en total contraste avec le drame de souffrance que Julien venait de mettre en scène devant moi. Puis ils montèrent ensemble dans la voiture qui s'éloigna rapidement, disparaissant dans le trafic dense. Je restai pétrifié près de la fenêtre, les mains agrippées au rebord avec une telle force que mes articulations en devinrent blanches. Un frisson me parcourut l'échine, se logeant au plus profond de mon cœur. Ce n'était pas la douleur d'une épouse trahie, mais la fureur écrasante de quelqu'un qui a été trompé, traité comme une idiote. C'était donc ça. Tout cela n'avait été qu'une pièce de théâtre bien répétée. Il n'y avait pas de faillite, pas de protection, pas de sacrifice, seulement de la trahison et des mensonges. Il voulait me quitter pour être avec cette femme et, par peur de devoir partager les biens, par peur des problèmes d'un divorce normal, il avait inventé cette excuse d'une dette colossale pour me forcer à partir les mains vidées, par-dessus le marché, en me sentant reconnaissante de m'avoir sauvé. La rage ne se transforma pas en larmes, elle se solidifia dans ma poitrine. Il voulait me quitter pour être avec cette femme et, par peur de devoir partager les biens, par peur des complications d'un divorce classique, il avait inventé cette excuse d'une dette colossale pour me forcer à partir les mains vidées, par-dessus le marché, en me sentant reconnaissante de m'avoir sauvé. La rage ne se transforma pas en larmes, elle se cristallisa dans ma poitrine. Je n'ai pas versé une seule larme, j'ai juste trouvé cela ridicule. Ridicule pour ces 5 années de ma jeunesse. 5 années que j'avais sacrifiées, que j'avais dédiées à prendre soin de lui et de sa famille, pour recevoir en échange une tromperie aussi douloureuse. Le dîner que j'avais préparé avec tant de soin pour lui semblait maintenant être une farce. Je me suis retourné et j'ai regardé la maison que je considérais autrefois comme mon foyer. Tout était identique, mais tout me semblait si étrange. Mon amour, ma confiance avait été piétinée sans pitié. Très bien, Julien Morel. Si c'est le jeu auquel tu veux jouer, alors je jouerai avec toi. Si tu voulais que je disparaisse de ta vie proprement, alors je te prouverai que ma disparition sera le plus grand cauchemar de ta vie. Je suis allé à la table, j'ai pris le bol de velouté de poireaux déjà froid et je l'ai versé directement dans l'évier. L'eau froide a tout emporté, tout comme elle emportait la Camille faible et compréhensive d'hier. À partir de ce moment, il n'y aurait plus qu'une Camille qui saurait comment réclamer ce qui lui appartenait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté seul dans l'obscurité, regardant par la fenêtre, l'esprit bouillonnant de projets de vengeance. La douleur initiale s'était refroidie, ne laissant que la fureur et une détermination de fer. Je ne laisserai pas ce couple d'adultères vivre en paix et heureux aux dépens de mon sacrifice et de mon ingénuité. Le lendemain matin, encore épuisé par une nuit blanche, le téléphone sonna. C'était le numéro de ma belle-mère, Madame Françoise. Je pris une profonde inspiration, essayant de moduler ma voix pour paraître fatigué et triste avant de décrocher. « Allô, maman » murmurai-je. « Camille, ma chérie. Julien m'a déjà tout raconté. Ma pauvre enfant, quel triste destin est le tien. Te marier avec un homme qui ne vaut rien. Point qui se lance dans de mauvaises affaires au point de devoir se débarrasser de sa femme de cette manière. » La voix de Madame Françoise à l'autre bout du fil semblait solidaire, mais je savais très bien qu'au fond d'elle, elle jubilait. Elle ne m'avait jamais aimé. Elle avait toujours pensé que je n'étais pas assez bien pour son fils prodigue. « Je vais bien, maman » m'efforçai-je de dire en paraissant faible. Enfin, le divorce est aussi pour ton bien. Rester et assumer ces dettes ne t'apporterait que de la souffrance pour le reste de ta vie. Tu es jeune, tu peux encore te remarier. Reste à la maison, ne va nulle part. La maison que Julien t'a laissée, c'est ce qu'il y a de plus juste. Je lui parlerai. Je ne le laisserai plus t'importuner. Elle parlait sans s'arrêter. Elle semblait me consoler, mais en réalité, elle confirmait que la maison était bien à moi et m'avertissait de ne pas créer de problème à son fils chéri. Juste après, ma belle-sœur Léa appela également. Sa voix n'avait pas besoin de feindre. Elle était pleine de satisfaction. Camille. Je viens d'apprendre l'histoire. Ne sois pas triste, d'accord ? Mon frère a été idiot, mais au moins il a quand même pensé à toi. Il ne t'a pas entraîné dans la boue. Reste tranquille. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Je t'aiderai comme je le pourrai. M'aider. Je ris intérieurement. Cette fille qui avait toujours réclamé de l'argent à son frère et à sa belle-sœur parlait maintenant d'aider. Elle devait être rayonnante de s'être enfin débarrassée de moi.
Une épine hors de son pied. Après ces 2 appels pleins de fausseté, je ressentis plus de dégoût que jamais pour cette famille. Une bande d'hypocrites qui ne savaient qu'agir pour leur propre profit. J'étais sur le point d'éteindre mon portable pour avoir un peu de paix quand un numéro inconnu s'afficha. C'était un numéro fixe de Bordeaux. J'hésitai un instant, mais je répondis. Allô, qui est-ce? Bonjour. Parle-je bien à Madame Camille Fontaine? Demanda une voix masculine, grave et polie. Oui, c'est moi. C'est à quel sujet? Bonjour, Madame Fontaine. Je m'appelle Jean-Pierre Girard. Je suis avocat au cabinet Girard et Associés. Je vous appelle au nom d'une cliente décédée, conformément à ses dernières volontés. Avocat. Testament. Je restai perplexe, incapable d'imaginer quel rapport je pouvais avoir avec ces 2 mots. Je n'avais aucun parent riche au point d'avoir besoin d'un testament et d'un avocat privé. Êtes-vous sûr de ne pas vous tromper? Je ne connais personne. Non, madame, je ne me suis pas trompé. Je vous appelle pour vous communiquer que vous aviez une grand-tante nommée Madeleine de Valois, qui a émigré en Suisse il y a de nombreuses années. Elle est décédée le mois dernier. Selon le testament légal qu'elle a laissé, vous, Madame Camille Fontaine, êtes l'unique et légitime héritière de tous ses biens. Madeleine de Valois. Le nom me semblait familier et étrange à la fois. Je crois que quand j'étais petite, j'avais entendu mes parents mentionner vaguement une grand-tante partie en Suisse très jeune et qui n'avait plus jamais donné de nouvelles. Je pensais qu'elle serait déjà morte ou qu'elle aurait sa propre famille et ne se souviendrait plus de ses parents en France. Et de quel bien parlons-nous? Demandai-je inconsciemment, encore sous le choc. Maître Girard marqua une petite pause, puis prononça un chiffre qui faillit me faire lâcher le téléphone. Madame, après conversion et évaluation préliminaire, la valeur totale des actifs, incluant les biens immobiliers, les actions et les dépôts bancaires, est d'environ 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Je me laissai tomber sur ma chaise, la tête me tournant. Le chiffre était si vertigineux qu'il ne ressemblait même plus à de l'argent. C'était un concept trop lointain, trop surréaliste. Moi, Camille Fontaine, la femme qui venait d'être trompée et abandonnée par son mari pour une fausse dette de 500 000 euros, j'étais sur le point de posséder une fortune 200 fois supérieure à cette valeur. Quelle ironie! Quel ridicule! Madame Fontaine, m'entendez-vous? La voix de Maître Girard me ramena à la réalité. Oui, je vous écoute, balbutiai-je. Je n'arrive pas à y croire. Je comprends votre surprise. Selon les instructions, un premier transfert de 20 millions d'euros sera déposé sur votre compte demain matin pour que vous puissiez gérer vos affaires courantes. Les procédures restantes de transfert de biens s'effectueront par la suite. De plus, dans son testament, votre grand-tante a formulé une requête spéciale. Toute information concernant cet héritage doit être gardée sous le secret le plus absolu, et ne pourra être révélée à personne sans votre consentement. Secret absolu. Ces mots furent comme un courant électrique traversant tout mon corps. Oui, cela devait rester secret, tout particulièrement pour la famille de mon ex-mari. Il ne devait pas savoir. S'il l'apprenait, il fondrait sur moi comme une bande de vautours affamés. Un sourire froid se dessina sur mes lèvres. Julien Morel m'avait jeté pour 500 000 euros inexistants. Inès Vallet, la maîtresse, s'était immiscée dans ma famille pour la promesse d'une vie de luxe. Sa famille, tous autant qu'ils étaient, s'était réjouis de se débarrasser d'un fardeau. Et maintenant, j'avais 100 millions d'euros entre les mains. Le jeu ne faisait que commencer. Maître Girard, dis-je d'une voix totalement calme, j'ai compris. Je vous remercie pour ces informations et, je vous en prie, n'oubliez pas la demande de confidentialité de ma grand-tante, qui est aussi la mienne. Absolument personne ne doit être au courant de cela, surtout pas mon ex-mari Julien Morel et sa famille. Bien entendu, madame, c'est notre responsabilité professionnelle. Je raccrochai le téléphone et regardai le vide devant moi. Des larmes finirent par couler, mais ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient les larmes d'un soulagement étouffé, d'une nouvelle porte qui venait de s'ouvrir. La vie m'avait claqué une porte au nez, mais elle m'avait ouvert un chemin 1000 fois plus vaste. Julien Morel, tu vas le regretter. Je te le jure. Après cet appel fatidique, je passai la journée à organiser mes pensées. Cette fortune colossale était encore difficile à imaginer, mais elle me donna une confiance et une base solide pour entamer mon plan.
Le plus important était de continuer à jouer le rôle d'une femme digne de pitié, fraîchement divorcée, sans travail, sans un sou. Plus je paraîtrais pathétique, plus ils baisseraient leur garde. Comme Maître Girard l'avait annoncé, le lendemain matin, un message provenant d'un numéro crypté arriva sur mon mobile m'informant qu'une somme importante avait été transférée sur un nouveau compte bancaire ouvert à mon nom. Je n'osais pas le vérifier via l'application habituelle de la banque, mais je savais que la promesse avait été tenue. Je n'étais plus la Camille aux mains vides. Alors que je réfléchissais aux prochaines étapes, la sonnette retentit de nouveau. Cette fois, par le Judas, je vis mon ex-belle-mère et mon ex-belle-sœur à la porte. Madame Françoise apportait un sac de pommes du Limousin qui semblait un peu flétri, et Léa regardait de gauche à droite avec curiosité. Je savais qu'elle ne venait pas avec de bonnes intentions. J'ouvris la porte, m'efforçant d'afficher une expression de fatigue et de découragement. Maman, Léa, entrez. Madame Françoise entra et posa le sac de pommes sur la table avec une voix pleine d'une fausse compassion. Je suis venue voir comment tu allais, ma fille. Tu as l'air si abattue. Enfin, ce qui est fait est fait. Considère que votre histoire d'amour est terminée. Léa intervint également en faisant le tour du salon, comme si elle inspectait la propriété. La maison est toujours aussi bien rangée. Tu ne te sens pas seule ici? Pourquoi ne viendrais-tu pas vivre avec nous quelques jours pour avoir de la compagnie? Je compris parfaitement son intention. Elles avaient peur que je vende la maison ou que j'y amène un autre homme. Elles voulaient nous contrôler, moi et cette maison. Je secouai la tête d'une voix faible. Merci, maman, Léa, mais je préfère rester seule, au calme. Je suis déjà habituée à cette maison. Madame Françoise s'assit sur le canapé, me tapota la main et alla droit au but. Écoute, ne te fâche pas contre moi. Cette dette de 500 000 €, même si Julien l'a entièrement assumée, crois-tu que les créanciers vont te laisser tranquille? Et s'ils viennent ici pour réclamer l'argent? Tu es une femme seule, que ferais-tu? Et si tu mettais la maison à mon nom? Je figurerais comme propriétaire juste pour te protéger. S'il arrive quoi que ce soit, en tant que personne âgée, je pourrai discuter avec eux. Une fois que tout se sera calmé, je te rendrai la maison immédiatement. Qu'en penses-tu? J'ai failli éclater de rire. Quelle vieille renarde. Elle voulait m'escroquer pour que je lui cède la maison légalement. Si j'acceptais, il était certain que je ne la reverrais jamais. Je prétendis être terrifié en retirant ma main. Oh, maman, j'ai tellement peur. Je n'ose pas toucher à des papiers maintenant. Julien a dit que la maison était pour moi. Ils ne viendront sûrement pas me chercher. Voyant que je n'étais pas tombé dans le piège, Madame Françoise laissa paraître son mécontentement, mais garda une voix doucereuse. Je m'inquiète seulement pour toi. Réfléchis-y bien. Après tout, je t'ai toujours considéré comme ma fille. Et maintenant que tu as quitté ton travail, comment vas-tu subvenir à tes besoins? As-tu besoin d'aide? Léa ajouta, c'est vrai. N'aie pas honte, nous sommes une famille. Je savais que c'était un autre piège. Elle voulait savoir s'il me restait des économies pour pouvoir me prendre le reste. Merci, maman, Léa, j'ai encore un peu d'argent de côté. Cela devrait suffire pour un temps. Quand il n'y en aura plus, je chercherai un nouveau travail, répondis-je en essayant de paraître vraiment aux abois. En entendant ma réponse et voyant qu'il n'y avait plus rien à tirer de moi, les deux restèrent encore un peu puis prirent congé. Avant de partir, Madame Françoise n'oublia pas de me rappeler, pense à ce que je t'ai dit. Tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Je les raccompagnai jusqu'à la porte et je la fermai avec force dès qu'elles eurent le dos tourné. Leur fausseté me donnait la nausée. Pour mon bien? Elles ne voulaient que leur propre intérêt. Dès qu'elles furent parties, j'appelai Maître Girard. Maître Girard, c'est moi, Camille Fontaine. Madame Fontaine, avez-vous de nouvelles instructions? Maître Girard, j'ai besoin que vous m'aidiez pour une chose. Enquêter sur ce que prépare mon ex-mari Julien Morel et sa maîtresse Inès Vallet, particulièrement en ce qui concerne des maisons, des voitures ou n'importe quel projet d'investissement. Bien entendu, madame. Nous lancerons les investigations immédiatement. Et une chose encore, dis-je d'une voix devenant glaciale, je veux que vous m'aidiez à acheter un appartement, le Pentouze, le plus beau et le plus cher du complexe résidence L'Horizon. Toute la procédure doit être faite au nom d'un fonds d'investissement privé que vous créerez pour moi, appelé le Fonds Fiduciaire Veritas.
Mon nom ne doit apparaître nulle part. Maître Girard fut un peu surpris, mais retrouva rapidement son professionnalisme. Entendu, madame. Tout sera fait selon vos instructions. La résidence L'Horizon était le complexe résidentiel de luxe le plus exclusif de la ville, fréquenté par la haute société. Je me souviens qu'une fois, Julien avait désigné un panneau publicitaire et m'avait dit, quand je réussirai, je t'achèterai un appartement là-bas. Maintenant, il en rêvait, mais avec une autre femme. Eh bien, Julien Morel, nous allons voir quelle sera ta réaction quand ton rêve sera volé par l'épouse même que tu as rejetée. Mon plan de vengeance commencera précisément par ton rêve de luxe. Quelques jours après le premier appel, je reçus un message de Maître Girard qui disait simplement « Je vous invite à prendre le thé dans un salon du quartier du Triangle d'Or à 15 heures. » C'était un petit salon de thé dans une rue calme, un endroit tout à fait inhabituel pour un avocat de renom ou pour une femme sur le point d'hériter de millions. Je compris sa prudence et cela augmenta ma confiance en lui. Je m'habillai de vêtements simples et discrets et pris un taxi jusqu'au lieu de rendez-vous. Le salon de thé était presque vide, avec seulement une douce musique de fond. Maître Girard m'attendait déjà dans un coin discret avec un petit dossier devant lui. En me voyant, il se leva et me salua d'un hochement de tête poli. « Madame Fontaine, je vous en prie, asseyez-vous. » Je m'assis, un peu anxieuse. « Avez-vous déjà des informations ?» Maître Girard poussa le dossier vers moi. « Madame, voici un rapport préliminaire. Selon nos investigations, Julien Morel tente actuellement de finaliser un projet de start-up en domotique. Il a investi tout son capital et a emprunté encore plus d'argent pour ce projet. Quant à Inès Vallet, depuis qu'ils sont ensemble, elle le presse d'acheter une maison. Ils ont déjà visité plusieurs lieux et leur objectif principal est le Penthouse en duplex dans la tour centrale de la résidence L'Horizon. La première page du dossier contenait des photographies prises discrètement de Julien et Inès, main dans la main, dans le hall de la résidence L'Horizon. Le visage d'Inès était radieux, plein de rêves. Mon cœur ne me faisait plus mal, je ne ressentais qu'un mépris glacial. Son rêve se construisait sur des mensonges et sur la douleur d'autrui. Ce Penthouse n'a pas encore été vendu, poursuivit Maître Girard. Le prix catalogue est de 5 millions d'euros. Si vous le décidez, nous pouvons procéder immédiatement. Voici le processus de constitution du fonds fiduciaire Veritas. Tous vos futurs actifs pourront être enregistrés au nom de ce fonds pour garantir votre vie privée et votre sécurité. Je parcourus le dossier et acquiesçai avec détermination. Procédez, maître. Achetez ce Penthouse immédiatement, avec un paiement intégral au comptant. Je veux que tout le processus soit achevé le plus rapidement possible et, rappelez-vous, sans révéler aucune information me concernant. Le regard de Maître Girard révéla un bref étonnement devant ma décision, mais il prit rapidement des notes. Entendu, madame. Tout sera géré avec discrétion et efficacité. En sortant du salon de thé, je sentis mes pas plus légers. Le premier coup était joué. J'étais en train de tendre un piège doré et mes proies, enivrées par leur victoire, n'en avaient pas la moindre idée. Ce soir-là, alors que j'examinais quelques vieux objets en me préparant mentalement à me défaire du passé, le téléphone sonna de nouveau. C'était un numéro inconnu. Je décrochai et une voix stridente et présomptueuse résonna. « Camille, c'est moi, Inès. » Je restai silencieuse. Cette femme avait encore l'audace de m'appeler. Voyant que je ne disais rien, Inès se sentit plus en confiance et son ton devint capricieux et exhibitionniste. « Je t'appelais juste pour te donner une bonne nouvelle. Julien et moi allons avoir une nouvelle maison, un Penthouse à la résidence L'Horizon, tu savais? C'est magnifique. Il y a un jardin sur la terrasse avec vue sur toute la ville. Julien dit qu'il veut me compenser, me donner la meilleure vie possible. Il a même dit que vivre avec toi était asphyxiant, qu'il ne pouvait pas accomplir de grandes choses. Maintenant, avec moi à ses côtés comme inspiration, il peut enfin être lui-même. » Chacun de ces mots était comme une aiguille piquant mon orgueil, mais étrangement, je ne ressentis aucune douleur, je trouvais cela simplement ridicule. Elle décrivait avec enthousiasme un rêve que je venais tout juste d'acheter. Je forçai un soupir au téléphone. « Ah, oui. Félicitations à vous deux. Oh, allez. Ne sois pas triste, dit Inès en faisant semblant de me consoler. C'est le destin, on ne peut pas lutter contre lui. D'ailleurs, Julien a aussi parlé de toi. Il a dit qu'après tout,
vous avez été marié et que si tu as des difficultés à l'avenir, il ne restera pas les bras croisés. C'est un homme si bon, tu ne trouves pas? Je ris avec dédain. Oui, il est très bon. Bon, je ne te dérange pas plus. Ce week-end, nous allons verser la compte. Quand on nous remettra la maison, je t'inviterai à venir la voir pour que tu la connaisses, dit-elle avant de raccrocher sans attendre ma réponse. Elle imaginait sûrement mon visage de souffrance et d'envie, mais elle se trompait. Elle ne savait pas qu'elle venait de se vanter d'un rêve vide. Cette maison, elle ne l'aurait jamais, et j'allais m'assurer que ce ne soit que le début de sa longue série de désillusions. Quelques jours plus tard, je me forçais à sortir de chez moi pour prendre l'air. Rester enfermé entre quatre murs n'était pas la solution. J'errais dans les rues familières, l'esprit en plein tourment. Je ne sais pas pour quelle étrange raison mes pas me menèrent jusqu'à la zone de la mairie, et c'est alors que je les vis, Julien et Inès. Julien portait un costume élégant et Inès une robe blanche immaculée, ressemblant à une mariée. Ils sortaient par la porte de l'état civil main dans la main, tenant 2 livrets de famille à couverture rouge. Tous deux semblaient rayonnants de bonheur. Inès leva même le certificat en appuyant sa tête sur l'épaule de Julien pour prendre un selfie. Son sourire était un affront pour moi. Il y a quelques semaines à peine, dans ce même lieu, Julien et moi avions finalisé notre divorce. Je détournai rapidement le visage, trouvai un banc dans un coin du parc d'en face et m'assis en faisant semblant de ne pas les voir. Je ne voulais pas les affronter à ce moment-là, mais il semble que le destin voulait me jouer un mauvais tour. Après avoir pris des photos à n'en plus finir, ils marchèrent en direction du parc, probablement pour aller au parking. « Camille, que fais-tu ici ?» La voix de Julien résonna, un mélange de surprise et de gêne. Je levai lentement la tête, forçant un sourire embarrassé. Je me promenais simplement. Félicitations à vous deux. Inès me regarda de haut en bas avec un regard qui ne cachait pas son triomphe. Elle leva délibérément le certificat de mariage, l'exhibant devant moi. Merci. Nous venons d'officialiser cela. À partir d'aujourd'hui, nous sommes mari et femme devant la loi. Julien dit que c'est le premier cadeau qu'il me fait. Le second sera le pantouse à la résidence L'Horizon. Nous sommes en chemin vers le bureau du promoteur pour tout régler. Julien toussa discrètement, pensant peut-être qu'Inès en disait trop, mais son regard vers moi était encore plein de la présomption d'un vainqueur. « Camille, est-ce que tu vas bien ?» J'ai baissé la tête, faisant semblant de regarder mes chaussures. Je vais comme d'habitude. À ce moment précis, une voiture de luxe s'est arrêtée devant le parc. La portière s'est ouverte et maître Jean-Pierre Girard, impeccablement vêtu d'un costume, en est sorti, tenant une serviette en cuir bleu foncé. Il a regardé autour de lui un instant, puis s'est dirigé rapidement vers moi. « Madame Fontaine, dit-il d'un ton extrêmement respectueux, ignorant totalement la présence de Julien et d'Inès. Veuillez m'excuser pour le retard. Voici le contrat final de vente du pantouse en duplex de la tour centrale. Le promoteur a besoin de votre signature finale pour conclure le processus de transfert de propriété. Le paiement a déjà été effectué dans sa totalité. » Il a ouvert la serviette devant moi. Les mots « contrat de vente du pantouse en duplex » et le nom « Fonds fiduciaire Veritas » juste en dessous ont sauté aux yeux de Julien et d'Inès. L'air autour de nous est soudainement devenu lourd. Le sourire sur les lèvres d'Inès s'est figé. Ses yeux se sont agrandis. Fixés sur le contrat, puis sur moi, avec une expression d'incrédulité totale. Le livret de famille dans sa main a semblé devenir pesant, manquant de tomber au sol. Julien est resté bouche bée, son visage changeant de couleur à chaque seconde, passant de la surprise à la confusion, puis à la suspicion. Il a bégayé. « Avocat ? Résidence L'Horizon ? Camille, qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai pris tranquillement le stylo que maître Girard m'a tendu, sans même regarder les détails du contrat, car je savais qu'il avait tout préparé à la perfection. J'ai signé mon nom dans le champ représentante du fonds fiduciaire Veritas. Ma signature était ferme et décidée. Après avoir signé, j'ai rendu la serviette à maître Girard. C'est fait. Merci. Cela a représenté beaucoup de travail. C'est mon devoir, madame, a acquiescé maître Girard. La documentation légale et les clés vous seront remises dans les prochains jours. Avec votre permission, je me retire. Cela dit, il s'est retourné et s'est éloigné professionnellement,
laissant derrière lui un silence étouffant. Julien a été le premier à rompre le silence. Il m'a désigné d'une voix tremblante. « Camille Fontaine, explique-moi d'où tu as sorti l'argent pour acheter un appartement à la résidence L'Horizon, et qui plus est, le Penthouse. C'est quoi ce jeu ?» Inès a semblé se réveiller aussi, criant de manière stridente. « C'est vrai. D'où vient cet argent? Est-ce que Julien te l'a donné en cachette? Julien, dis-moi, est-ce que tu lui as donné de l'argent sans que je le sache? » Je me suis levé lentement, époussetant une poussière inexistante sur mes vêtements. J'ai regardé Julien droit dans les yeux, puis le visage d'Inès contracté par la rage. Un léger sourire est apparu sur mes lèvres pour la première fois depuis le divorce. D'où j'ai sorti l'argent? Je crois que cela ne te regarde plus, n'est-ce pas, Julien Morel? Ai-je dit en accentuant chaque mot. Nous sommes divorcés. Et toi, me suis-je tourné vers Inès. Tu devrais demander à ton tout nouvel époux ce qu'il t'a promis et s'il a la capacité de le tenir. Cela dit, je ne leur ai pas laissé l'occasion de réagir. Je me suis retourné et je me suis éloigné tranquillement. Derrière moi, j'entendais encore les cris d'Inès qui l'interrogeaient. La voix de Julien essayant de s'expliquer précipitamment. Je te jure que je ne lui ai pas donné un centime. Je ne comprends pas non plus ce qui se passe. Discutez. Méfiez-vous l'un de l'autre. La graine de la discorde était plantée et je savais qu'elle germerait bientôt pour détruire ce qu'ils appelaient l'amour. Le sentiment de satisfaction en voyant les visages stupéfaits de Julien et d'Inès n'a duré qu'un instant, étant rapidement remplacé par un calme froid. Ce n'était que le début. Je savais qu'après le choc d'aujourd'hui, ils ne me laisseraient pas en paix. Et comme je l'avais prévu, dans les jours qui ont suivi, ma vie a commencé à subir de subtiles perturbations. D'abord, une ancienne amie commune m'a appelé. Après quelques formalités, elle est allée droit au but. Dis, qu'est-ce que tu fabriques pour que tout te réussisse autant? J'ai entendu Julien dire que tu as acheté un Penthouse à la résidence L'Horizon. Tu es devenu riche et tu le caches à tes amis? J'ai ri doucement au téléphone d'un ton lassé. Qui t'a raconté cette bêtise? Je viens de divorcer. Je n'ai pas de travail. Je vis chez mes parents. D'où est-ce que je sortirais de l'argent pour acheter des maisons? Julien a dû se tromper. Il a dû voir quelqu'un qui me ressemble. Plus je niais avec naturel, plus mon amie semblait confuse à l'autre bout du fil. Elle a hésité un instant, puis a raccroché. Je savais que ma dénégation serait transmise à Julien, ce qui le laisserait encore plus confus et méfiant. Une femme sans rien. Pourquoi aurait-elle un avocat privé et signerait-elle un contrat pour un bien de luxe? Ce mystère lui rongerait l'esprit. Ensuite, ce fut le tour de mon ex-belle-mère et de mon ex-belle-sœur. Cette fois, elles ne sont pas venues chez moi. Répandait la rumeur sur le marché qu'un grand investisseur au capital illimité est sur le point d'entrer dans ce secteur. Cette seule rumeur suffira à effrayer les autres petits associés de Julien. Entendu, madame. Tout sera géré immédiatement. Les coûts nécessaires seront prélevés sur votre compte. Aucun problème, dis-je avant de raccrocher. Je me suis calé dans mon fauteuil et j'ai regardé le ciel. Le soleil brillait, mais mon cœur était froid comme la glace. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Je me transformais en une personne calculatrice et pleine de ruses. Mais alors, l'image de Julien et Inès, enlacés et heureux sur le parking, m'est revenue à l'esprit, balayant tout doute. Ils ne m'avaient laissé aucune issue. Pourquoi devrais-je avoir de la pitié pour eux? Les jours suivants furent consacrés à l'attente. J'ai cessé de me soucier des appels d'amis cherchant à me sonder ou des sous-entendus de la famille de Julien. Mon esprit était totalement concentré sur l'échiquier que j'avais mis en place, et les premières bonnes nouvelles arrivèrent. Maître Girard m'informa que ses spécialistes avaient réussi à convaincre M. Beaumont de reporter son investissement dans l'entreprise de Julien pour réévaluer la situation. Dans le même temps, Innovatech France avait été officiellement créé et avait lancé sa campagne de recrutement. Le directeur technique et le chef des ventes de Julien furent les premiers à recevoir des offres d'emploi avec des conditions irrésistibles. Un piège parfait se refermait lentement. Julien Morel, profitant toujours de sa nouvelle vie avec sa belle et jeune épouse, rêvant encore du jour où son projet réussirait et où il s'installerait dans leur nouvelle demeure, n'avait pas la moindre idée qu'une tempête créée par son ex-femme se formait silencieusement. Mon silence était mon arme la plus efficace. Tandis que je restais tranquillement chez moi à lire,
à arranger des fleurs et à recevoir les rapports réguliers de Maître Girard. Dehors, la tempête commençait à souffler. Tout commença par des murmures. Certains fournisseurs de l'entreprise de Julien reçurent des appels anonymes insinuant qu'Innovatech France était sur le point de lancer un produit supérieur et que la situation financière de l'entreprise de Julien était alarmante. Au début, ils doutèrent, mais quand ces deux piliers démissionnèrent soudainement pour rejoindre Innovatech France une semaine plus tard, la panique s'installa. Dans le monde des affaires, les nouvelles se propagent plus vite que n'importe quoi d'autre. La rumeur circula que l'entreprise de Julien n'était qu'une façade au bord de la faillite. Les employés restants s'inquiétèrent, leur loyauté commença à vaciller. La chute d'une entreprise commence souvent par la chute de la confiance, et j'avais réussi à détruire cette confiance. Au même moment, les créanciers auxquels Julien devait de l'argent commencèrent à sentir le danger. Monsieur Mercier, voyant que Julien ne payait pas les intérêts à temps, envoya certains de ses hommes à l'allure menaçante au bureau de Julien pour une visite de courtoisie. Leur présence suffit à répandre un climat de peur. Bien entendu, Julien cacha ses nouvelles à Inès. Il essayait encore de prétendre que tout était sous contrôle, mais il oubliait qu'Inès vivait dans un monde de thé l'après-midi et de cercles sociaux où les commérages étaient le plat principal. Ce jour-là, alors qu'Inès se faisait faire les ongles dans un spa de luxe sur le cours de l'intendance, sa meilleure amie lui chuchota à l'oreille. « Inès, comment vont les affaires de ton mari ? J'ai entendu dire que l'entreprise est criblée de dettes et que même les usuriers sont déjà allés réclamer leur dû. » Dans un groupe de discussion en ligne, on en parle beaucoup. Je peux imaginer le visage d'Inès à ce moment-là. Elle a dû passer de la surprise à la rage, et enfin à la honte. Ce qu'elle craignait le plus n'était pas que Julien n'ait plus d'argent, mais qu'elle perde la face devant ses amis. Elle s'était tellement vantée de son mari talentueux, de son futur de luxe, et maintenant elle risquait de devenir la risée de tous. Cette nuit-là, Inès rentra chez elle et affronta Julien. Une autre discussion violente éclata. Julien nia tout avec véhémence, disant que ce n'était que des rumeurs propagées par la concurrence. Inès, bien que douteuse, avait déjà le cœur plein d'anxiété. Le rêve de la résidence L'Horizon s'était déjà évanoui. Moi, assise dans mon ancienne maison, une tasse de thé chaud à la main, je lisais tranquillement le rapport que Maître Girard m'avait envoyé. Tout se passait exactement comme je le voulais. Le navire de Julien coulait lentement et je ne m'arrêterais pas avant qu'il soit complètement au fond de la mer. Ma patience fut enfin récompensée. Après le départ de ses cadres, un employé proche de Julien, craignant de ne pas être payé, contacta secrètement Innovatech France. Pour plaire à la nouvelle entreprise, il livra des données internes importantes, y compris l'accès à une ancienne adresse e-mail professionnelle que Julien n'utilisait plus, mais qu'il avait oublié de supprimer. C'est là que j'ai trouvé ce dont j'avais besoin, une copie numérisée du contrat de prêt entre Julien Morel et Monsieur Mercier, pour la valeur exacte de 500 000 €, avec un but clairement indiqué, prêt personnel signé seulement un mois avant notre divorce. C'était la preuve irréfutable. La preuve que Julien avait menti. Ce n'était pas un prêt pour les affaires, mais pour un but personnel. Et je savais que ce but n'était autre que d'entretenir Inès et de mettre en scène la farce du divorce. Avec la preuve entre les mains, je n'ai pas agi précipitamment. Je savais qu'Inès était une femme superficielle. Ce qui la ferait s'effondrer n'était pas la vérité en elle-même, mais la manière dont la vérité lui serait révélée. Elle devait être inattendue, accidentelle, et frapper directement son orgueil. Répandait la rumeur sur le marché qu'un grand investisseur doté d'un capital illimité est sur le point d'entrer dans ce secteur. Cette seule rumeur suffira à effrayer les autres petits associés de Julien. Entendu, madame. Tout sera mis en œuvre immédiatement. Les frais nécessaires seront déduits de votre compte. Pas de problème, répondis-je avant de raccrocher. Je m'adossai à mon fauteuil et regardai le ciel. Le soleil brillait, mais mon cœur était froid comme la glace. Que étais-je en train de faire? Je me transformais en une personne calculatrice et pleine de ruses. Mais alors, l'image de Julien et d'Inès, enlacés et heureux sur le parking, me revint à l'esprit, balayant tout doute. Ils ne m'avaient laissé aucune issue. Pourquoi devrais-je avoir pitié d'eux? Les jours suivants furent consacrés à l'attente. Je cessai de me soucier des appels d'amis cherchant à me sonder ou des sous-entendus de la famille de Julien. Mon esprit était totalement concentré sur l'échiquier que j'avais mis en place, et les premières bonnes nouvelles arrivèrent. Maître Girard m'informa que ses spécialistes avaient réussi à convaincre M. Beaumont de reporter son investissement dans l'entreprise de Julien pour réévaluer la situation.
Dans le même temps, Innovatech France avait été officiellement créée et avait lancé sa campagne de recrutement. Le directeur technique et le chef des ventes de Julien furent les premiers à recevoir des offres d'emploi avec des conditions irrésistibles. Un piège parfait se refermait lentement. Julien Morel, profitant toujours de sa nouvelle vie avec sa belle et jeune épouse, rêvant encore du jour où son projet réussirait et où il emménagerait dans sa nouvelle demeure, n'avait pas la moindre idée qu'une tempête créée par son ex-femme se formait silencieusement et était sur le point de balayer tout ce qu'il possédait. Mon silence était mon arme la plus efficace. Tandis que je restais tranquillement chez moi à lire, à arranger des fleurs et à recevoir les rapports réguliers de Maître Girard, dehors, la tempête que j'avais créée commençait à souffler. Tout commença par des murmures. Certains fournisseurs de l'entreprise de Julien reçurent des appels anonymes de consultants insinuant qu'Innovatech France était sur le point de lancer un produit supérieur et que la situation financière de l'entreprise de Julien était alarmante. Au début, ils doutèrent, mais quand le directeur technique et le talentueux chef des ventes de Julien démissionnèrent soudainement et rejoignirent Innovatech France une semaine plus tard, la panique s'installa. Dans le monde des affaires, les nouvelles se propagent plus vite que n'importe quoi d'autre. On commença à faire circuler la rumeur que l'entreprise de Julien n'était qu'une façade au bord de la faillite. Les employés restants s'inquiétèrent eux aussi. Ils virent partir les deux piliers de l'entreprise. Ils entendirent parler d'un nouveau concurrent puissant, et leur loyauté commença à vaciller. Certains des plus malins envoyaient déjà leur curriculum vitae à Innovatech France. La chute d'une entreprise commence souvent par la chute de la confiance, et j'avais réussi à détruire cette confiance. Au même moment, les créanciers auxquels Julien devait de l'argent commencèrent à sentir le danger. Monsieur Mercier, voyant que Julien ne payait pas les intérêts à temps, envoya certains de ses hommes de main à l'allure menaçante au bureau de Julien pour une visite de courtoisie. Bien qu'ils n'aient rien fait de grave, leur présence suffit à répandre un climat de peur et de pessimisme. Bien entendu, Julien cacha ses nouvelles à Inès. Il essayait encore de prétendre que tout était sous contrôle, mais il oubliait qu'Inès vivait dans un monde différent, un monde de thé l'après-midi et de cercles sociaux où les commérages étaient le plat principal. Ce jour-là, alors qu'Inès se faisait faire les ongles dans un spa de luxe sur le cours de l'intendance, sa meilleure amie lui chuchota à l'oreille. « Inès, comment vont les affaires de ton mari ? J'ai entendu dire que l'entreprise croule sous les dettes et que même les usuriers sont déjà passés réclamer leur dû. On en parle énormément dans un groupe de potins en ligne. » Je peux imaginer le visage d'Inès à ce moment-là. Elle a sûrement passé de la surprise à la rage, et enfin à la honte. Ce qu'elle craignait le plus n'était pas que Julien n'ait plus d'argent, mais qu'elle perde la face devant ses amis. Elle s'était tellement vantée de son mari talentueux, de son futur de luxe, et maintenant elle risquait de devenir la risée de tous. Cette nuit-là, Inès rentra chez elle et affronta Julien. Une autre discussion violente éclata. Julien nia tout avec véhémence, affirmant que ce n'était que des rumeurs propagées par la concurrence pour le faire tomber. Inès, bien que dubitative, avait déjà le cœur plein d'anxiété. Le rêve de la résidence L'Horizon s'était déjà évanoui, et maintenant même son statut de femme de directeur général était en péril. Moi, assise dans mon ancienne maison, une tasse de thé chaud à la main, je lisais tranquillement le rapport que Maître Girard m'avait envoyé. Le rapport détaillait le chaos au sein de l'entreprise de Julien, ses disputes avec Inès, la panique des associés. Tout se passait exactement comme je le voulais. Le navire de Julien coulait lentement et je ne m'arrêterai pas avant qu'il ne soit complètement au fond de la mer. Le rapport détaillait le chaos au sein de l'entreprise de Julien, ses disputes avec Inès, la panique des associés. Tout se déroulait exactement comme je le souhaitais. Le navire de Julien coulait lentement et je ne m'arrêterai pas avant qu'il ne soit complètement au fond de l'océan. Ma patience fut enfin récompensée. Après le départ du directeur technique et du chef des ventes, un employé proche de Julien, craignant que l'entreprise ne fasse faillite et qu'il ne reçoive pas son salaire, contacta secrètement Innovatech France. Pour plaire à la nouvelle entreprise, il livra des données internes importantes, incluant l'accès à une ancienne boîte mail professionnelle que Julien n'utilisait plus, mais qu'il avait oublié de supprimer. Et c'est là que je trouvais ce dont j'avais besoin, une copie numérisée du contrat de prêt entre Julien Morel et Monsieur Mercier, pour la valeur exacte de 500 000 €, avec un objet clairement indiqué, prêt personnel, signé seulement un mois avant notre divorce. C'était là, la preuve irréfutable, la preuve que Julien avait menti. Ce n'était pas un prêt pour les affaires, mais pour un but personnel. Et je savais que ce but n'était autre que d'entretenir Inès et de mettre en scène la farce du divorce. Avec cette preuve entre les mains, je n'agis pas précipitamment.
Je savais qu'Inès était une femme superficielle. Ce qui la ferait s'effondrer n'était pas la vérité en soi, mais la manière dont la vérité lui serait révélée. Cela devait être de façon inattendue, accidentelle, et frapper directement son orgueil. Je demandai à maître Girard de faire surveiller la routine d'Inès. Sans surprise, elle passait la majeure partie de son temps dans les centres commerciaux, les spas et les cafés de luxe. Elle avait l'habitude fixe de se rendre à un soin du visage dans un établissement du cours de l'intendance tous les mercredis après-midi. C'était le moment parfait. Le plan fut méticuleusement tracé. Maître Girard engagea un détective privé, un homme d'âge mûr, à l'allure éprouvée et crédible, pour se faire passer pour un coursier. Le contrat de près de 500 000 € fut imprimé sur un papier de haute qualité et placé dans un dossier à l'aspect ancien. Ce mercredi-là, je m'assis dans un café face au spa, observant en silence. Aux alentours de 16 heures, Inès sortit, le visage frais et satisfait après son soin de beauté. Elle marchait en regardant son téléphone, probablement en train de publier des photos sur les réseaux sociaux. À ce moment précis, le détective, dans son rôle de coursier chargé d'une pile de cartons, sortit d'une ruelle d'un air pressé. Il heurta accidentellement Inès. « Aïe !» cria Inès, manquant de tomber. « Oh, pardonnez-moi, je vous demande 1000 excuses. » dit le coursier d'un ton empressé. L'impact fit tomber au sol le vieux dossier qu'il portait, éparpillant quelques papiers sur le trottoir. Inès, irritée, s'apprêtait à le réprimander quand son regard se fixa sur quelque chose. L'un des papiers était tombé juste à ses pieds. Les mots « contrat de prêt » et le nom du débiteur, Julien Morel, étaient imprimés, ainsi que la somme de 500 000 € écrite en toutes lettres et en chiffres dans un rouge vif. Le coursier se précipita pour ramasser les papiers, s'excusant sans cesse. « Je vous demande 1000 excuses, madame. Je suis pressé pour une livraison pour mon patron et je ne vous ai pas vu. Désolé pour le dérangement. » Mais Inès n'entendait plus rien. Ses yeux étaient rivés sur ce papier, même si elle ne l'avait vu qu'à la dérobée. La signature de Julien Morel était reconnaissable entre 500 000 €, prêt personnel. La date de signature était antérieure au divorce. Tous les détails s'emboîtaient pour former une vérité terrifiante. « Quel est ce papier ?» bégaya Inès en désignant le sol. Le coursier parut embarrassé, fourra rapidement tout dans le dossier et le serra contre sa poitrine. « Oh, ce n'est rien, juste de vieux papiers de mon patron. Je dois y aller encore une fois. Excusez-moi. » Cela dit, il monta précipitamment sur une vieille moto garée à proximité et disparut, laissant Inès paralysée au milieu du trottoir. Son beau visage était maintenant livide, sans une goutte de sang. Ses lèvres étaient serrées et la main qui tenait son téléphone de luxe tremblait de façon incontrôlable. Le soupçon qui la tourmentait depuis si longtemps avait maintenant une réponse, mais cette réponse était plus amère et plus cruelle qu'elle n'aurait pu l'imaginer. En fin de compte, Julien ne lui avait pas seulement caché ses dettes, mais il devait déjà une somme astronomique avant même qu'ils ne soient officiellement ensemble. Alors, le projet de domotique et la promesse d'un avenir riche n'étaient-ils eux aussi qu'un mensonge? Assise au café, je buvais une gorgée de thé amer, observant Inès s'éloigner en titubant. Ce jeu devenait de plus en plus intéressant. Je savais que cette nuit-là, un véritable ouragan s'abattrait sur la maison où il vivait. Et je serais la spectatrice qui savourerait le son de la destruction. L'ouragan arriva plus vite que je ne le pensais. Juste après être sortie du spa, Inès ne rentra pas chez elle. Elle se rendit directement au bureau de l'entreprise de Julien. À ce moment-là, sa société était un chaos total, des employés démissionnaient en masse, des fournisseurs exigeaient des paiements et l'investisseur avait disparu. Julien était assis dans son bureau, la tête entre les mains, quand Inès fit irruption par la porte. « Julien Morel, explique-moi ce que c'est que ça. » Inès jeta son sac de marque sur le bureau de Julien, sa voix brisée tant elle était aiguë. « Tu dois 500 000 € à quelqu'un depuis avant ton divorce avec ton ex-femme. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Julien sursauta, blêmissant en voyant la fureur sur le visage d'Inès. Il se leva précipitamment, essayant de la calmer. « Inès, calme-toi. Où as-tu entendu cette bêtise? Il n'y a rien de tout ça. » « Une bêtise? J'ai vu ton contrat de près de mes propres yeux. » cria Inès. « Ne pense pas que je suis stupide et facile à tromper. Dis-moi, pourquoi as-tu emprunté cet argent?
Était-ce pour le donner à ton ex-femme ou t'en es-tu servi pour m'entretenir? Pour peindre cette image d'un futur riche et factice? Pris au piège, Julien ne sut que dire. Il ne s'attendait pas à ce qu'Inès le découvre. Non, ce n'est pas ce que tu crois. C'était de l'argent que j'ai emprunté pour investir dans les affaires. Ce sont des trucs de boulot. Tu ne comprends pas. Les affaires? Inès rit avec amertume. Des affaires qui ont mené l'entreprise à cet état de quasi-faillite? Les employés sont tous partis. Les usuriers viennent frapper à la porte. Regarde ton bureau. On dirait un chantier à l'abandon. Tu m'as trompé. Leur dispute devint si forte que les quelques employés restants dans les bureaux pouvaient tout entendre. À ce moment-là, le portable d'une employée sonna. Elle regarda et se plaqua la main sur la bouche, en état de choc, montrant l'écran à son collègue d'à côté. Une courte vidéo était en train de devenir virale sur les réseaux sociaux. La vidéo montrait quelques hommes aux bras tatoués devant la porte de l'entreprise de Julien, criant et exigeant de l'argent. À l'arrière-plan, la plaque de la société semblait décrépite. Inès le vit et se saisit du téléphone. En voyant les images, son visage perdit toute couleur. C'était une humiliation publique. Ses amis, sa famille, tout le monde verrait ça. Ils se moqueraient d'elle, elle qui avait tout abandonné pour suivre un homme aux promesses vaines. Julien Morel. Inès jeta le portable au sol, qui vola en éclats. Tu es une crapule, un menteur. Où est le Pantouse à la résidence L'Horizon? Où est ma vie de luxe? Qu'est-ce que tu me promets maintenant? Même ma dignité m'a été enlevée. Perdant complètement son sang-froid, Inès commença à le griffer et à détruire tout ce qui se trouvait sur le bureau de Julien. Dossier, ordinateur, verre, tout vola par terre. Julien, qui était déjà sous pression de toutes parts, en étant humilié devant ses employés, perdit lui aussi le contrôle. Il poussa Inès avec force en criant « Tais-toi ! Qu'est-ce que tu en sais? Si ce n'était pas pour toi, à toujours exiger des maisons de luxe et des voitures chères, à toujours me mettre la pression. Tu crois que je serais dans cette situation? Tu ne sais que profiter des autres. As-tu seulement une fois partagé le fardeau avec moi? Et tu oses dire que c'est ma faute? Inès resta stupéfaite. C'est sur moi que tu rejettes la faute? Tu m'as trompé du début à la fin et maintenant c'est ma faute? Oui, c'est ta faute. Tous deux s'engagèrent dans une lutte. Ce n'était plus une discussion, mais une bagarre physique et verbale violente. Les mots d'amour sucrés d'autrefois s'étaient transformés en insultes les plus venimeuses. L'employé de Tout à l'heure filma rapidement toute la scène. Ce soir-là, je reçus un email anonyme. En pièce jointe se trouvait la vidéo complète de la bataille dans le bureau de Julien avec le message « Madame Fontaine, je suis une ancienne employée de votre ex-mari. Je ne supportais plus sa fausseté. Je vous souhaite tout le meilleur. » Je regardais et regardais encore la vidéo. Mon cœur restait de marbre. Tout touchait à sa fin pour leur relation, mais je savais qu'il manquait encore un dernier coup, une dernière vérité à révéler pour mettre un point final à tout cela. La vérité sur le véritable motif de notre divorce. La relation entre Julien et Inès était irrémédiablement brisée. Inès était partie de chez Julien, mais il n'avait pas encore rompu officiellement à cause de questions financières et des promesses que Julien essayait encore d'utiliser pour la retenir. C'était le moment parfait pour abattre mon dernier atout. Je voulais qu'Inès sache qu'elle n'était pas la muse qui inspirait Julien, mais la raison pour laquelle il avait dû mettre en scène une pièce méprisable pour se débarrasser de l'épouse qu'il avait accompagnée dans les moments difficiles. La personne qui pouvait faire cela n'était autre que Monsieur Mercier, celui qui avait joué le rôle du créancier dans la farce de Julien. Une fois de plus, j'ai eu recours à Maître Girard. Maître, trouvez un moyen de contacter Monsieur Mercier. J'ai une proposition pour lui. Maître Girard, grâce à son réseau de contacts, a rapidement trouvé un moyen discret d'aborder Monsieur Mercier. Ce dernier avait lui aussi de sérieux maux de tête à cause de la dette de 500 000 € que Julien ne pouvait pas payer. Quand l'intermédiaire de Maître Girard l'a trouvé, la proposition était simple et tentante. Quelqu'un voulait payer 100 000 € de la dette de Julien en liquide, immédiatement. En échange, il n'avait qu'une chose très simple à faire. Lors d'une rencontre fortuite avec Julien et Inès, il devait laisser échapper l'histoire racontant comment Julien lui avait demandé de simuler une faillite pour divorcer de son ex-femme. Rien d'autre.
Ce qui arriverait ensuite ne le regardait pas, et l'identité de la personne finançant l'opération ne serait jamais révélée. Pour un usurier comme Monsieur Mercier, c'était une affaire en or. Il récupérait une partie d'une dette à haut risque sans s'attirer d'autres ennuis. Il accepta immédiatement. La rencontre fortuite fut organisée dans un café tranquille où Julien avait donné rendez-vous à Inès pour une dernière tentative de réconciliation. Je n'y étais pas, mais tout le déroulement des événements fut enregistré par un collaborateur de Maître Girard assis à la table voisine, qui me fit un compte rendu détaillé. Alors que Julien et Inès discutaient sous une tension extrême, Monsieur Mercier entra dans le café. En voyant Julien, il s'approcha en souriant et lui donna une tape amicale sur l'épaule. « Eh bien, Julien, alors comme ça on est avec sa fiancée ? Quelle beauté !» Julien sursauta, blêmit et essaya de faire signe à Monsieur Mercier de se taire, mais il était déjà trop tard. Monsieur Mercier continua d'une voix forte, comme s'il ne remarquait pas l'embarras de Julien. « Tu as vraiment de la chance. À peine débarrassé de ton ex-femme et tu t'es déjà dégoté une merveille pareille. Je dois admettre que la pièce de théâtre qu'on a montée l'autre jour était efficace. Simuler une dette a tout résolu à merveille. Ce garçon est malin. » Chaque mot de Monsieur Mercier fut comme un coup de massue pour Inès. Elle se tourna, stupéfaite, regardant Julien puis Monsieur Mercier, et vice-versa. « Pièce de théâtre ? Quelle pièce de théâtre ? De quoi parlez-vous ? » La voix d'Inès tremblait. Monsieur Mercier fit alors semblant de réaliser qu'il en avait trop dit. Il se gratta la tête d'un air repentant. « Oh, alors mademoiselle n'était pas au courant ? Grand Dieu ! Julien ne vous l'a pas encore dit ? Il m'a demandé de me faire passer pour un créancier et d'inventer une dette de 500 000 € pour effrayer son ex-femme afin qu'elle signe le divorce rapidement. Ah, quelle pipelette je fais. Bon, continuez votre conversation. Je m'en vais. » Cela dit, Monsieur Mercier disparut rapidement, laissant derrière lui un silence de mort. Inès resta immobile, son visage passant du blanc au violet. Elle se tourna lentement vers Julien. Son regard n'exprimait plus de la rage, mais un dégoût et un mépris profond. Julien Morel, sa voix était froide comme la glace, alors c'était tout cela. Tu n'es pas seulement un menteur, un incompétent, tu es un voyou méprisable. Tu as utilisé une farce dégoûtante pour te débarrasser de la femme qui était à tes côtés. Et moi ? Moi j'étais la raison de cette mascarade. Elle se leva d'un bond, saisit le verre d'eau qui était sur la table et le jeta au visage de Julien. Quelqu'un comme toi ne mérite rien. À partir de maintenant, entre toi et moi, c'est fini. Ne reparais plus jamais devant moi. Cela dit, Inès tourna les talons et s'éloigna d'un pas décidé, sans un regard en arrière, laissant Julien seul dans le café, trempé, humilié et complètement anéanti. Tout ce qu'il avait essayé de construire à sa carrière, son nouvel amour, son honneur s'était envolé en fumée en un après-midi. Je reçus la nouvelle avec un calme étrange. La partie d'échecs touchait à sa fin. Assise en silence, je tenais le téléphone qui venait de recevoir le dernier rapport sur l'incident du café. La bataille là-bas s'était terminée rapidement avec le départ définitif d'Inès, mais je savais qu'une autre bataille, plus longue et plus laide, était sur le point de commencer au sein de la famille de Julien Morel. Le rapport de Maître Girard indiquait qu'après le départ d'Inès, Julien était resté pétrifié dans le café pendant un long moment. Il ne l'avait pas suivi, sachant peut-être que tout effort serait inutile. L'humiliation, la honte et l'échec écrasant étaient gravés sur le visage de l'homme autrefois si arrogant. Il ne rentra pas chez lui immédiatement. Il alla boire seul jusqu'à l'ivresse totale. Quand Julien revint en chancelant dans la maison où il avait vécu avec moi, l'endroit qui devait maintenant être son foyer avec Inès, sa mère et sa sœur l'attendaient déjà. Madame Françoise et Léa avaient dû apprendre la dispute au bureau et le départ d'Inès. Elles attendaient une explication et quand Julien revint dans cet état d'ébriété et d'abandon, la fureur de Madame Françoise explosa. « Regarde-toi, regarde ton état. Mon Dieu, quel malheur d'avoir un fils comme toi !» criait Madame Françoise. Les paroles douces qu'elle avait utilisées pour protéger son fils prodigue s'étaient envolées. « Tu as quitté Camille, cette fille bien et travailleuse, pour courir après cet intéressé. Et maintenant, elle t'a laissé. Tu vois ? As-tu enfin ouvert les yeux ?» Julien, déjà découragé et ivre, s'irrita encore plus en entendant les accusations de sa mère. Il hurla « Maman, tu ne sais rien, tais-toi. Ne reparle plus jamais d'elle.
C'est entièrement sa faute à elle. C'est elle qui m'a ruiné. Ruiné par quoi? Madame Françoise ne s'avoua pas vaincue. Elle restait à la maison à préparer les repas, à s'occuper de nous, tes parents, pendant que tu courais les jupons. Est-ce elle qui t'a ruiné ou est-ce toi qui t'es ruiné tout seul? Dis-moi, l'entreprise fait faillite. Ta nouvelle femme est partie. Tu es criblé de dettes. Quel est ton avenir? Quel est l'avenir de cette famille? Léa, assise à côté, commença elle aussi à pleurer et à se lamenter. Oh, Julien, et maintenant quoi? Les créanciers vont venir chez nous? J'ai tellement peur. Si mes amis apprennent ça, où vais-je cacher mon visage? Tu ne penses qu'aux apparences. Cria Julien à sa sœur. Quand j'avais de l'argent pour t'en donner, pourquoi ne pensais-tu pas à ce jour? Est-ce que quelqu'un dans cette maison me comprend vraiment? Leur dispute transforma la maison en un véritable champ de bataille. Cris, pleurs, tables et chaises renversées. Ils se rejetaient la faute les uns sur les autres, révélant tout l'égoïsme et la cupidité qu'ils avaient cachés sous la façade d'une famille aimante. Madame Françoise blâmait Julien pour sa stupidité. Julien blâmait sa mère et sa sœur d'être matérialistes. Léa pleurait et blâmait son frère d'avoir ruiné son avenir. Je lisais chaque ligne du rapport en imaginant cette scène chaotique, sans ressentir la moindre compassion. C'était leur véritable nature, une famille bâtie sur l'égoïsme et les illusions. Quand les illusions s'effondrèrent, il ne resta que la laideur et la bassesse. Ils s'entredétruisaient, se poussant eux-mêmes dans la fosse de boue qu'ils avaient créée. C'était la véritable punition, celle venant de ceux qu'ils appelaient autrefois leurs êtres les plus chers. La tempête au sein de la famille de Julien dura plusieurs jours. Inès, après être partie, se vengea elle aussi à sa manière. Elle emporta tous les bijoux et les sacs de luxe que Julien lui avait achetés, et utilisa en plus sa carte de crédit secondaire pour effectuer un achat massif avant de la résilier. Ce fut le coup de grâce d'une femme matérialiste, arrachant la dernière mèche de laine d'un mouton déjà tondu. L'entreprise de Julien, après avoir perdu l'investisseur et tous les employés clés, ne put tenir plus longtemps. Une semaine après la dispute au café, Julien Morel dut déposer le bilan. Le titre de jeune et talentueux directeur général dont il était si fier fut officiellement effacé, remplacé par une dette colossale et un historique d'affaires raté. Cette nouvelle fut comme un coup de tonnerre pour Madame Françoise et Léa. Leur dernier espoir s'était évanoui. La chute de Julien signifiait que leur source de revenus avait également disparu. La vieille maison familiale devint étouffante, pleine de soupirs et de discussions sans fin. Et alors, ce qu'ils craignaient le plus arriva. Certains petits créanciers, ne parvenant pas à trouver Julien, se rendirent chez Madame Françoise pour faire pression sur elle. Ils n'agirent pas violemment, mais restèrent devant la porte à crier, racontant à tout le monde que Julien empruntait de l'argent et ne remboursait pas. Ce fut suffisant pour que tout le quartier soit au courant. La honte était telle que Madame Françoise n'osait plus sortir de chez elle. Une fois, un créancier plus agressif menaça d'entrer dans la maison. Madame Françoise, paniquée, dut appeler la police. L'incident fit de la famille le centre d'attention du quartier. Dans leur désespoir et sans aucune issue, ils pensèrent à moi. Mon portable recommença à sonner. Cette fois, ce n'étaient pas des appels pour me sonder ou par faux intérêts, mais des appels de détresse. D'abord, Léa. Camille, tu es là. Aide mon frère, s'il te plaît. Ils sont venus chez nous pour faire un scandale. Mes parents ont tellement peur. Toi, tu as tellement de relations. Vois si tu peux aider mon frère. Je répondis froidement, les problèmes de Julien ne me concernent plus, Léa. Il a semé, maintenant il doit récolter. Mais après tout, nous avons été une famille, Camille. Quand lui et toute votre famille m'avaient trompé, est-ce que quelqu'un a pensé que nous étions une famille? Dis-je avant de raccrocher. Puis, ce fut Madame Françoise. Sa voix au téléphone n'avait plus aucune arrogance de belle-mère. Ce n'était qu'un cri suppliant. Camille, ma fille, je t'en supplie. Sauve Julien. Sauve cette famille. Je sais que j'ai eu tort. J'ai eu tort de ne pas bien te traiter. Pardonne-moi. Aide-le juste cette fois. S'il lui arrive quelque chose, je ne survivrai pas. J'écoutais en silence ses lamentations et ses pleurs, des larmes de crocodile. Si j'étais maintenant une femme pauvre et misérable, verserait-elle une seule larme de pitié pour moi?
Madame, j'ai changé de ton. Le passé est le passé. Je ne suis plus votre belle-fille. Je ne suis qu'une femme ordinaire, aux forces limitées. Je ne peux pas vous aider. Dites à Julien de trouver une solution par lui-même. Cela dit, je bloquais leurs 2 numéros. Le harcèlement devait s'arrêter là. Ils s'étaient eux-mêmes mis dans une impasse. Maintenant, ils devaient en affronter les conséquences. Mais mon plan n'était pas encore terminé. Ils m'avaient causé trop de douleur et ils devaient payer pour chacune de leurs actions. Après avoir coupé tout contact direct, je décidai qu'il était temps de leur porter un coup psychologique fatal. Je voulais qu'ils vivent dans la peur. Non pas la peur des usuriers, mais la peur d'une force invisible et puissante contre laquelle ils ne pourraient pas lutter. Je donnai mes instructions à Maître Girard. Maître, en qualité de conseiller juridique du fonds fiduciaire Veritas, appelez le numéro fixe de la maison de Madame Françoise. J'insistais pour que ce soit le numéro fixe car je savais que, chez eux, le téléphone était toujours sur haut-parleur pour que toute la famille puisse entendre. L'appel fut passé un après-midi. Ce fut Madame Françoise qui décrocha. Allô? Résidence de la famille Morel. Bonjour, madame. Je suis maître Jean-Pierre Girard. Je suis l'avocat qui représente le fonds d'investissement fiduciaire Veritas. La voix de maître Girard résonna, professionnelle, froide et autoritaire. Je vous appelle pour vous informer, vous et votre famille, d'affaires concernant votre fils, monsieur Julien Morel. En entendant les mots « avocat » et le nom d'un fonds inconnu, Madame Françoise parut un peu confuse. Un fonds? Quel fonds? Quel rapport avec mon fils, monsieur? Lors d'une enquête interne, nous avons découvert que monsieur Julien Morel a utilisé illégalement le nom de projets associés à notre fonds pour lever des capitaux auprès de tiers. De plus, il a été impliqué dans des transactions financières opaques, ce qui a gravement affecté la réputation de notre fonds. Nous avons des preuves de toutes ces activités. Chaque mot de maître Girard fut comme une pierre jetée dans un lac calme. Madame Françoise bégaya. Non, ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. Mon fils est un bon garçon, il ne ferait pas une chose pareille. Maître Girard ignora totalement ces justifications. Le fonds fiduciaire Veritas ne s'intéresse pas de savoir s'il y a des erreurs ou non. Nous travaillons sur la base de preuves. En raison des graves infractions de monsieur Morel, notre fonds a décidé de le poursuivre officiellement devant le tribunal de commerce pour fraude et abus de confiance. De plus, nous enverrons une notification à tous nos partenaires et banques pour inscrire monsieur Julien Morel sur la liste noire de crédit. Mon Dieu, non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Cria Madame Françoise, désespérée. Un procès? Mon fils a été imprudent. S'il vous plaît, pardonnez-lui. Notre famille compensera. Nous paierons. Madame, cette affaire dépasse la simple compensation financière, elle implique la loi et la réputation. Ma communication s'arrête ici. Je souhaite bonne chance à votre famille. Cela dit, maître Girard raccrocha brusquement sans leur donner l'occasion de supplier ou d'expliquer davantage. Je savais qu'après cet appel, toute la famille de Julien entrerait en panique. Ils ignoraient qui était le fonds fiduciaire Veritas et quel était son pouvoir. Ils savaient seulement que leur fils avait provoqué une entité géante et que la conséquence serait la prison. Comme prévu, à peine 15 minutes plus tard, mon portable, le numéro que je n'avais pas encore bloqué, sonna. C'était Julien. Sa voix n'exprimait plus de la rage, mais une peur extrême. Camille, c'est toi? Est-ce que tu es derrière tout ça? Ce maudit fonds fiduciaire Veritas est à toi, n'est-ce pas? Tu veux me détruire? Ce n'est pas possible. Je ris avec dédain. De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Tu fais des bêtises et ensuite tu me rejettes la faute. Ne fais plus semblant. Cria-t-il. Camille Fontaine, Veritas. Si ce n'est pas toi, qui est-ce? Je t'en supplie, Camille. Je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi cette fois. Dis-moi combien d'argent tu veux. Je travaillerai comme un animal pour te rembourser. Ne m'envoie pas en prison, je t'en supplie. En arrière-plan, j'entendais Madame Françoise pleurer et Léa hurler, « Pourquoi tu l'appelles encore? C'est elle qui a ruiné notre famille. » Puis la voix de Julien hurlant en retour, « Tais-toi. Si nous ne la supplions pas,
nous sommes finis. Un chaos de peur, de récrimination et de désespoir. Je dis calmement au téléphone, Julien Morel, qui sème le vent récolte la tempête. Et je raccrochai froidement. À partir de maintenant, il vivrait dans une peur constante, sans savoir quand arriverait la notification du tribunal. Il ne saurait jamais qu'il n'y aurait aucun procès. Tout cela n'était qu'un coup psychologique que je leur avais réservé. Mais pour eux, cette menace invisible était plus terrifiante que n'importe quel châtiment réel. Après avoir semé la peur dans la famille de Julien, je décidai qu'il était temps de réclamer ce qui m'appartenait de plein droit, non pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que je voulais effacer toute trace de ma contribution à cette famille. Des contributions qu'ils n'avaient jamais appréciées. Je m'assis et fis une liste minutieuse, article par article. Le bracelet en or 24 carats que j'avais acheté avec mes économies pour l'offrir à Madame Françoise pour ses 60 ans. Les 2500 € que Léa m'avait empruntés pour s'acheter un nouveau scooter avec la promesse qu'elle les rendrait dès son premier salaire. Mais elle n'avait plus jamais abordé le sujet. Le téléviseur grand écran et le système de sonorisation du salon de Madame Françoise que j'avais acheté pour que tout le monde puisse mieux voir et entendre la facture étaient encore dans mon tiroir, et d'innombrables autres petites dépenses que j'avais faites pour meubler et décorer leur maison durant les 5 années où j'avais été leur belle-fille. Des dépenses que je n'avais jamais comptabilisées. Au total, la somme approchait les 15 000 €. Pour moi, c'était désormais une petite somme, mais pour la famille de Julien à ce moment-là, c'était une fortune. J'envoyai la liste à Maître Girard. Maître, rédigez une lettre formelle pour Madame Françoise et pour Léa, exigeant la restitution de tous ces biens et de cet argent dans un délai d'1 semaine. Joignez les copies des factures et des relevés de transfert que je possède. Précisez bien que si elles ne s'exécutent pas, nous engagerons une plainte pour abus de confiance et appropriation illicite. Maître Girard agit rapidement. La lettre fut envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception à Madame Françoise, et sa réaction ne fut pas surprenante. La première à m'appeler fut Léa, d'une voix perçante. « Camille Fontaine, tu es folle? Es-tu encore humaine? Tu viens réclamer ces vieilleries? Tu veux détruire ma famille pour être satisfaite? » « Ces vieilleries ont été achetées avec ma sueur, répondis-je tranquillement. À présent, je ne fais plus partie de la famille. Il est normal que je veuille récupérer ce qui est à moi. Tu as 1 semaine pour te préparer. Je ne rends rien. Qu'est-ce que tu peux me faire? Me défia-t-elle. Alors, nous nous verrons au tribunal, dis-je doucement. Voyons si une jeune femme célibataire avec une condamnation pour appropriation illicite dans son casier judiciaire arrive à trouver du travail ou à se marier facilement. À l'autre bout du fil, ce fut le silence total. Je savais que j'avais touché son point faible. Léa pouvait être insolente, mais elle avait très peur de nuire à son avenir. Ensuite, ce fut l'appel de Madame Françoise. Cette fois, elle ne pleurait plus et ne suppliait plus, c'était un mélange de lamentation et de malédiction. Camille. Oh, Camille, comment peux-tu être aussi méchante? Ce bracelet que je porte depuis tant d'années. C'est un souvenir. Comment as-tu le courage de la réclamer? N'as-tu pas peur du châtiment divin? Me lança-t-elle. Madame, quand vous et votre famille avez conspiré pour me tromper, aviez-vous peur du châtiment divin? Répliquai-je. Je ne fais que demander ce qui m'appartient. Vous pouvez choisir de ne pas la rendre. Mais dans ce cas, non seulement vous et Léa, mais aussi Julien, serez impliqués dans la procédure. Il a déjà des ennuis avec la justice, mais un délit de plus ne devrait pas faire une grande différence, n'est-ce pas? Ma menace fit son effet. L'histoire du fonds fiduciaire Veritas les avait laissés terrifiés. À présent, face à une autre procédure civile, ils n'avaient plus la force de résister. Exactement 1 semaine plus tard, le dernier jour du délai, un coursier déposa une boîte au cabinet de Maître Girard. À l'intérieur se trouvait le bracelet en or, quelques objets et une enveloppe contenant 2500 € en espèces. Quant au téléviseur et au système de sonorisation, ils demandèrent à payer la valeur en plusieurs mensualités. En recevant ces objets, je ne ressentis ni joie ni nostalgie, je les trouvais simplement ridicules. Je demandai à Maître Girard de vendre immédiatement le bracelet et de faire don de tout l'argent à une institution de bienfaisance pour orphelins. J'avais complètement coupé tous les liens matériels avec eux. La dette entre moi et la famille Morel était désormais soldée. Il ne leur restait plus qu'un tas de cendres d'une carrière, une famille détruite et un avenir incertain.
Et pour moi, c'était le moment de commencer véritablement une nouvelle vie. Les vieux objets et l'argent restitués restèrent au cabinet de Maître Girard. Je n'allais pas les chercher. Je gérais tout par téléphone. Le bracelet en or, le seul souvenir dont j'avais été fier en pensant être aimé par ma belle-mère, n'était plus pour moi qu'un morceau de métal froid taché de fausseté. Je demandai à l'avocat de le vendre, ainsi que d'autres petits bijoux. Tout l'argent récolté, ajouté aux 2500 € rendus par Léa, fut transféré directement à un fonds de soutien scolaire pour enfants nécessiteux. Je n'en avais pas besoin. Les garder ne m'auraient apporté que de mauvais souvenirs. Je voulais purifier complètement mon passé, me débarrasser de tout ce qui était lié à cette famille. Mes contributions tout au long de ces 5 années n'avaient pas été estimées par eux, qu'elles se transforment au moins en quelque chose de significatif pour ceux qui en avaient réellement besoin. Une fois que tout fut résolu, le silence s'installa. Il n'y eut plus d'appels d'insultes, plus de supplications ni de pleurs. La famille Morel semblait avoir disparu de ma vie. Quelques semaines plus tard, Maître Girard m'envoya un rapport final, comme le résumé d'une étape qui s'achevait. Le rapport disait qu'après avoir dû rassembler l'argent pour me rembourser, la famille de Julien était tombée dans une misère totale. La maison de Madame Françoise avait dû être hypothéquée pour payer les créanciers les plus agressifs. La santé de Madame Françoise s'était gravement détériorée après les chocs successifs. Elle passait la majeure partie de son temps alitée, à soupirer. Léa, à cause de la mauvaise réputation de la famille et par peur d'être harcelée par les créanciers, s'était mariée à la hâte avec un homme beaucoup plus âgé vivant à la campagne. Un mariage sans amour en échange d'une paix temporaire. Quant à Julien Morel, il s'était complètement effondré. Il avait perdu son entreprise, sa nouvelle femme, avait été rejeté par sa famille et poursuivi par les usuriers. Il n'était plus qu'une ombre. Il n'était plus chez lui. On racontait qu'il s'était enfui dans le Limousin pour se cacher de ses dettes, menant une vie précaire d'un endroit à l'autre. Je lus ces lignes avec un calme étrange. Je ne ressentis ni joie, ni satisfaction, ni même de la rage. Je ressentis seulement un soulagement immense. Tous les comptes étaient soldés. Ils payaient pour leurs actions, non pas parce que j'étais méchante, mais parce que leur propre cupidité et leur trahison les avaient menés sur ce chemin. Le vieux chapitre de ma vie était officiellement clos. Je regardais autour de moi cette maison où j'avais vécu pendant 5 ans, un lieu rempli de plus de souvenirs tristes que de souvenirs heureux. Il était temps de partir. Il était temps de commencer une nouvelle vie, une vie qui m'appartiendrait véritablement. Le pantouse à la résidence L'Horizon était prêt, toute la documentation en ordre. Les clés et l'acte de propriété me furent remis en main propre par Maître Girard. Tout était au nom du discret fonds fiduciaire Veritas. Je n'emménageais pas immédiatement. Je voulais que mon nouveau foyer soit un espace complètement différent, sans aucun vestige du passé. J'engageai les meilleurs architectes et décorateurs d'intérieur de la ville. Ma requête était simple, transformer ce lieu en un espace élégant, chaleureux, reflétant ma personnalité. C'en était fini des couleurs sombres et des meubles massifs au goût de Julien. Fini les recoins décorés pour plaire à la belle-mère. Tout, de la couleur des murs au tissu des rideaux jusqu'au design de la table à manger, fut choisi par moi. Je choisis des tons blanc crème et vert menthe comme couleur principale, créant une sensation de légèreté et de tranquillité. Je fis placer un grand piano à queue dans un coin du salon avec vue sur la terrasse. Même si je ne savais pas en jouer, je savais que j'apprendrais. Je réservai une grande pièce pour en faire ma bibliothèque, avec des étagères en bois montant jusqu'au plafond, remplies des livres que j'aimais. Le processus de rénovation dura presque 3 mois, et ce furent 3 mois durant lesquels je sentis que je vivais véritablement. Chaque jour, je me rendais sur le chantier. Je choisissais personnellement chaque petit détail. Ce n'était pas seulement construire une maison, c'était me reconstruire moi-même. Le jour du déménagement, je ne prévins personne. Je n'avais pas beaucoup de biens à emporter de l'ancienne maison. La plupart des choses là-bas m'évoquaient de mauvais souvenirs. Je n'emballais que quelques vêtements, mes vieux livres et les photographies de mes parents. Je conduisis ma nouvelle voiture, un modèle de luxe au design discret, jusqu'à l'ancien immeuble une dernière fois. Je ne montais pas. Je restais assise dans la voiture, regardant la fenêtre familière pendant un long moment. Là-bas, j'avais pleuré, ri, rêvé et désespéré. À présent, tout cela était derrière moi. Je démarrais, accélérais avec détermination et m'insérais dans la circulation sans regarder en arrière.
Le nouveau Penthouse m'accueillit avec une lumière solaire abondante et un espace épuré qui m'émerveilla. Depuis la terrasse de l'étage, je pouvais voir le panorama de la ville scintiller. Ce soir-là, après que l'employé eut rangé les dernières affaires et fut parti, je me servis un verre de vin rouge. Je restai sur la terrasse, sentant la brise fraîche dans mes cheveux. À mes pieds, la ville allumait ses lumières, scintillant comme une galaxie. Je bus une gorgée de vin, la saveur légèrement astringente se répandant sur ma langue. Pour la première fois de ma vie, je ressentis une paix et une liberté si grandes, sans avoir à attendre personne, sans avoir à plaire à personne. Cette vie, à partir de maintenant, n'appartenait qu'à moi. Ma nouvelle vie se développa avec douceur et détermination. L'immense fortune ne me transforma pas en une personne frivole. Au contraire, elle me donna l'opportunité de faire des choses dont je n'avais jamais osé rêver. Je m'inscrivis à un cours d'art floral, à une cérémonie du thé et à des cours de piano. Mes après-midi, au lieu de les passer en cuisine, étaient désormais dédiés aux fleurs de toutes les couleurs, à apprendre à ressentir la sérénité dans chaque tasse de thé ou à laisser glisser mes doigts maladroits sur les touches du piano. Je commençais aussi la natation et passais mon brevet de plongée. Je voulais explorer le monde, explorer mes propres limites. Je me liais d'amitié avec des personnes partageant les mêmes intérêts. C'étaient des femmes indépendantes, intelligentes et pleines d'énergie. Elles ne savaient rien de mon passé. Elles me connaissaient seulement sous le nom de Camille, une femme célibataire aimant l'art et les voyages. Avec elles, je n'avais pas besoin d'être sur la réserve ni de jouer un rôle. Maître Girard m'appelait pour me tenir au courant de la situation de mes actifs. Les investissements du fonds continuaient de générer des bénéfices constants. Le solde de mon compte augmentait chaque jour. Une fois, il m'informa avec hésitation, « Madame Fontaine, l'entreprise de Monsieur Julien Morel a officiellement terminé sa procédure de faillite. Les actifs restants ont été vendus pour payer les créanciers et les employés. » « Ah, oui, répondis-je d'une voix calme. Cette nouvelle ne provoquait plus aucune émotion en moi. Et une chose encore, ajouta Maître Girard, la mère de Monsieur Morel, Madame Françoise, a tenté d'appeler plusieurs fois au cabinet pour demander votre numéro de téléphone et votre adresse. Elle dit qu'elle veut vous retrouver pour vous demander pardon. Conformément à vos instructions, nous avons refusé de fournir toute information. Vous avez très bien fait. Continuez ainsi, dis-je. Je n'avais pas besoin de ce pardon tardif. Pardonner peut être facile, mais oublier ne l'est pas. Je ne voulais plus que quiconque de cette famille vienne perturber ma vie paisible. Un après-midi, je passais en voiture devant un restaurant de luxe que Julien et moi n'osions autrefois regarder que de l'extérieur. Je garai la voiture et j'entrai seul. Je commandai les plats les plus chers, ceux que j'avais jadis convoités sans oser en rêver. La nourriture était bonne, mais ce n'était pas cela qui me rendait heureuse. Le bonheur venait du fait que je pouvais faire cela par moi-même, sans dépendre ni attendre la charité de personne. Ma vie était désormais remplie de choses positives. J'avais appris à m'aimer, à prendre soin de mes propres émotions. La cicatrice dans mon cœur ne guérirait peut-être jamais complètement, mais elle ne faisait plus mal. Elle était là comme le souvenir d'un passé naïf et de la force que j'ai aujourd'hui. Le temps passa. Une année s'écoula depuis mon emménagement à la résidence L'Horizon. Ma vie était entrée dans une nouvelle orbite, paisible et indépendante. Un jour, à la fin de l'année, je me rendis à l'aéroport pour préparer un voyage en solo à travers l'Europe. Alors que j'attendais dans le salon de la classe affaires, je vis une silhouette familière, Inès. Elle n'avait plus cet air arrogant et éblouissant d'autrefois. La robe de marque qu'elle portait semblait usée et son visage, maquillé à la hâte, ne pouvait cacher sa fatigue. Seule, elle traînait une grande valise avec l'allure de quelqu'un qui lutte. Inès me vit aussi. Son regard passa par la surprise, puis par l'envie, et enfin par la honte et l'embarras. Elle baissa rapidement le visage, traîna sa valise dans un coin et fit semblant de ne pas me connaître. Je souris légèrement et me remis à lire mon livre. Elle et moi étions désormais dans des mondes complètement différents. La rancœur, si elle avait existé, s'était déjà dissipée. Peu m'importait désormais qu'elle aille bien ou mal, car cela ne m'affectait plus. Quelques mois plus tard, lors d'une rencontre d'anciens camarades d'école, j'entendis par hasard des nouvelles de la famille de Julien. Un ami raconta, « Vous savez, ce Julien Morel ? Personne ne sait où il se cache. On dit qu'il est parti à la campagne pour travailler dans l'agriculture, vivant très difficilement. Sa mère est toujours malade après le choc,
et sa sœur, qui s'est mariée loin, ne semble pas heureuse non plus. Elle se dispute sans cesse pour de l'argent. Les gens à table chuchotaient. Certains se désolaient, d'autres disaient que c'était son châtiment. J'écoutais en buvant tranquillement une gorgée de thé, sans commentaire. Ce qu'ils étaient devenus, comment ils vivaient, c'était le chemin qu'ils avaient choisi. Quand ils m'avaient poussé hors de leur vie de façon si cruelle, ils avaient choisi leur propre avenir. Je ne ressentais plus ni rage ni satisfaction. Mon cœur était serein et léger. La Camille d'avant, cette femme qui vivait pour son mari et pour la famille de celui-ci, qui faisait passer le bonheur des autres avant le sien, cette Camille-là était morte. La Camille d'aujourd'hui est une femme libre, riche et qui connaît sa valeur. J'ai de l'argent, du temps, de bons amis et, le plus important, la paix de l'esprit. Je regarde par la fenêtre. La ville continue de briller. Au loin, le ciel commence à rougir, annonçant un nouveau jour. Ma vie est comme une aube. Après une longue nuit obscure, le soleil s'est enfin levé et je sais que mon chemin devant moi sera encore très long et baigné de lumière.